Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le 9 janvier dernier, bouleversement sur la planète réseaux sociaux, Twitter décide de suspendre de façon permanente le compte du président américain Donald Trump. Et les autres géants du web suivent. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch suspendent eux aussi le profil de Trump. Une décision qui pose question. Bien sûr, on peut s'accorder sur le fait qu'il fallait stopper Trump après ses appels à la violence et les émeutes au Capitole. Mais est-ce vraiment des sociétés privées de jouer les arbitres et de décider qui peut continuer à s'exprimer et qui doit se taire sur les réseaux? Tout en débat sur la liberté d'expression en ligne et ses limites que l'on ouvre aujourd'hui avec nos deux invités. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Alors, Nicolas Begert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en information et communication, spécialiste en communication politique, chargé de cours à l'IEX et à Sciences Po Paris notamment. Et alors, à vos côtés, François Dubuisson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit international à l'ULB, spécialiste notamment des questions de liberté d'expression et titulaire du cours Internet et droits de l'homme. Alors, Nicolas Begert, j'ai envie de commencer avec vous pour recontextualiser un peu finalement le point de départ de cette histoire. 2 jours après les émeutes au Capitole, Twitter décide de suspendre le compte de Donald Trump qui rassemblait plus de 88 millions d'abonnés. Or, Twitter, c'était quand même le moyen de communication du président sortant et ce n'était pas la première fois qu'il écrivait des tweets polémiques ou problématiques. Qu'est-ce qui a changé finalement tout à coup ce 9 janvier ? Oui, donc il y a un changement de politique de la part de Twitter qui a déjà évolué dans son approche du message politique au cours des dernières années, notamment avec la suppression des publicités politiques, mais dans le contexte de la contestation de l'élection, donc des résultats de l'élection par le camp Trump et donc par l'ancien président maintenant, il y a véritablement eu une prise de conscience, en tout cas nous disent les différents protagonistes et les acteurs de la Silicon Valley. Ce qui est important, c'est qu'on a vu une gradation dans les mesures, c'est-à-dire qu'il y a eu d'abord une première tentative non pas de museler, mais en tout cas de circonscrire les sorties de Donald Trump, notamment avec les fameux disclaimers, donc les petits messages d'avertissement sous ses tweets. Et puis ensuite, cette décision prise par Twitter et puis rapidement par les autres plateformes également de le bannir d'une certaine façon. Ce qui est étonnant, et bien sûr, c'est que Twitter a été pendant 4 ans, et même avant, la plateforme, bien sûr, préférée de prédilection de Donald Trump et consubstantielle à sa communication présidentielle. Donc, il y a eu, bien sûr, d'autres sorties de route et je dirais des dérapages auparavant. Et pendant très longtemps, Twitter avait tout à fait insisté sur cette volonté de ne pas intervenir. Donc, cette liberté d'expression. On sait qu'aux États-Unis, ils sont très accordés à ce premier amendement sur la liberté d'expression. Oui, on a affaire aussi à un acteur privé, donc on n'est pas, je veux dire, dans une agora publique, donc on a aussi cette volonté de laisser s'exprimer toutes sortes d'acteurs, et on le voit d'ailleurs avec, je dirais, d'autres acteurs radicaux, donc des acteurs même flirtant avec, par exemple, le terrorisme international, ou en tout cas une forme d'apologie de certains actes. Donc ce qui là peut paraître étonnant, c'est cette espèce de transformation ad hoc d'une plateforme médiatique, une évolution vertueuse de Twitter vers cette volonté d'assainir la communication politique. Et là, il y a énormément de questions qui se posent, puisqu'on demande à Twitter et à d'autres acteurs de ces fameux réseaux sociaux numériques que sont Facebook, Twitter et les autres plateformes, d'endosser ce rôle, d'arbitre du débat public. Le rôle d'ailleurs qu'ils rejettent depuis un certain temps. On va continuer peut-être à aborder ça, mais je voulais juste vous faire réagir, peut-être François Dubuisson. Est-ce qu'en matière de droits de l'homme, de lutte contre les discours de haine, de lutte contre les discriminations, le fait qu'une personnalité comme Trump soit exclue des réseaux sociaux et d'un réseau social très populaire comme Twitter, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ?
Alors c'est difficile de donner une réponse tout à fait binaire à cette question, parce que la première réaction qu'on peut avoir, c'est de dire « Ah, enfin, on a fait taire Donald Trump » et en l'occurrence des appels à la violence ou à la haine. Il n'en était pas à ce qu'on décède. Donc on pourrait, dans un premier temps, saluer ça de manière positive et de se dire « Enfin, les réseaux sociaux prennent en charge leurs responsabilités en la matière ». Après, il faut essayer d'examiner le tableau plus général et voir si le fait de donner ce pouvoir aux réseaux sociaux de policer finalement les contenus ne pourrait pas avoir des conséquences beaucoup plus problématiques pour l'exercice de la liberté d'expression. Et on va parfois avoir tendance à vouloir établir une sorte de régime de responsabilité ou davantage demander aux réseaux sociaux d'intervenir au regard de certains contenus qui vont choquer, mais il faut se demander si ça ne va pas avoir des effets collatéraux sur toute une série d'autres contenus qui sont peut-être subversifs, polémiques, mais qui restent pleinement dans le cadre de la liberté d'expression. Et d'ailleurs, la question se pose un peu différemment aux États-Unis et en Europe. La décision concernant Trump peut se comprendre assez largement aux États-Unis, où d'un côté, on a une immunité quasi absolue des réseaux sociaux en termes de responsabilité, donc ils ne peuvent pas être tenus pour responsables pour un quelconque contenu qu'ils vont contribuer à transmettre. D'un autre côté, on leur donne une très large autonomie, là aussi presque absolue, en termes de conditions d'utilisation et de choix d'éditer ou de supprimer des contenus. Et cela sera également protégé par le premier amendement. C'est-à-dire que sauf si on peut démontrer leur mauvaise foi, ils sont libres d'éditer ou de supprimer des contenus. En Europe, le système est un petit peu différent. On a un système plus mitigé, à la fois dans une certaine mesure de limitation de la responsabilité des plateformes et des réseaux sociaux, mais on peut les rendre plus directement responsables et on assiste à un mouvement qui va dans le sens de les rendre de plus en plus responsables, ce qui peut aboutir à une certaine tendance à la censure privée, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, pour répondre finalement à un certain nombre d'injonctions des pouvoirs publics, vont peut-être avoir tendance à surcensurer pour éviter toute mise en cause de leurs propres responsabilités. Alors qu'avant, ils refusaient un peu ce rôle en disant « nous sommes des hébergeurs de contenu, donc nous ne sommes pas responsables du contenu, on n'est pas des éditeurs du contenu et donc on n'est pas responsable de ce qu'on publie, sauf si c'est explicitement illicite. » Donc il y a quoi ? Il y a tout ce qui est le terrorisme, les images pornographiques qui là sont vraiment... ils sont responsables éventuellement, mais avant, ils avançaient vraiment cet argument « nous sommes des hébergeurs ». Oui, c'est-à-dire que ça, si on prend le cadre européen, ça fait référence à une directive qui existe depuis 2000. Donc souvent, contrairement à ce qu'on croit, il y a en réalité déjà toute une réglementation applicable à la responsabilité des réseaux sociaux. Donc cette directive sur le commerce électronique, on prévoit que dans les cas d'hébergeurs auxquels sont assimilées toutes les plateformes comme les réseaux sociaux ou des plateformes vidéo par exemple, eh bien, ils ne sont pas responsables du contenu qui est communiqué via leur plateforme, sauf s'ils ont connaissance de ce contenu et qu'ils ne l'ont pas retiré suffisamment rapidement. Donc il y a donc une responsabilité, mais qui ne peut intervenir qu'a posteriori s'ils ont connaissance. Et comment ont-ils connaissance ? Généralement parce qu'il y a des signalements. Donc c'est à ça que renvoie d'ailleurs tout le système de signalement qui est qu'on appelle souvent notice and take down. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils échappent alors à leur responsabilité. Et effectivement, en droit européen, se joue donc la question de savoir est-ce qu'une plateforme est un hébergeur, auquel cas ils n'ont pas de responsabilité, ou un éditeur, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont produit eux-mêmes le contenu ou est-ce qu'ils ont un contrôle direct sur le contenu, comme un éditeur de presse par exemple, auquel cas ils seraient beaucoup plus directement responsables. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent évidemment joué sur le fait de se dire nous sommes simplement hébergeurs, nous n'intervenons pas sur la substance du contenu, donc nous n'avons pas a priori de responsabilité. En droit américain, la question se pose un peu différemment. Oui, c'est ça, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, Zuckerberg, donc le fondateur de Facebook, aime le répéter, hein, qu'il ne veut pas être l'arbitre de la vérité, décider lui-même, ou Facebook en tout cas, décider de ce qui est vrai ou faux. Et en même temps, je lisais une interview que vous aviez donnée il y a quelque temps dans Le Vif, Nicolas Begert, où vous disiez que les groupes extrémistes aux États-Unis notamment, ils étaient vraiment nés et s'étaient développés grâce aux réseaux sociaux. Donc ils ont quand même une forme de responsabilité, ils ont autorisé des choses. Ça veut dire qu'il aurait fallu quoi, les stopper plus tôt ? En fait, le modèle de fonctionnement et même le modèle économique de Facebook, c'est un modèle qui incite à la polarisation. On a déjà beaucoup parlé de la conséquence et je dirais
cette politique des algorithmes qui nous met face à des contenus qui nous correspondent. Donc c'est l'idée, bien sûr, c'est de renforcer. Dans nos propres c'est le biais de confirmation qui est à la base du fonctionnement de ces plateformes pour, d'une certaine manière, nous caresser dans le sens du poil et faire grandir ou agrandir des communautés d'utilisateurs avec des accointances. Et donc, cela rentre, bien sûr, dans le développement de poches, de niches, de chambres d'écho, où notamment des acteurs plus radicaux auront cette possibilité de s'organiser, voire de se surradicaliser sur toute une série de thèmes. On le voit d'ailleurs maintenant dans le contexte de la pandémie. Donc c'est là où je dirais ce tournant vertueux qu'ont compris les plateformes depuis quelques semaines me laisse en tout cas quelque peu perplexe, puisque à la base du succès de Facebook, on est justement dans une politique de polarisation et de radicalisation des points de vue. Vous avez différents sonneurs d'alerte, notamment dans l'affaire Cambridge Analytica, qui ont attiré l'attention notamment des autorités européennes sur cette responsabilité des plateformes. Donc Christopher Wylie, qui était l'un des sonneurs d'alerte, qui est très actif notamment sur Twitter, et qui a attiré l'attention, qui a été auditionné notamment par le Parlement européen et par la Chambre des Commons au Royaume-Uni, a insisté sur la responsabilité en connaissance de cause, notamment de Facebook et de Mark Zuckerberg. Donc on est plutôt à la recherche d'outils législatifs pour, d'une certaine manière, mettre davantage de pression sur ces plateformes, qu'elles soient dans un rôle d'hébergeur ou non, ou d'éditeur. Aujourd'hui, on le voit, Facebook et Twitter, c'est d'une certaine manière à endosser le rôle d'éditeur, en tout cas de censeur, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Et c'est vrai qu'on peut se réjouir effectivement de limiter éventuellement des appels à la haine ou des appels à l'insurrection. Mais donc, on est dans une situation où cela va devoir être encadré par un certain nombre de règles, notamment au niveau européen. François Dubuisson, vous êtes d'accord avec ça? Pour vous, il faudrait plus de règles pour cadrer les choses, donc éviter la censure et en même temps éviter que tout et n'importe quoi soit déversé sur les réseaux sociaux? Alors des règles, il y en a en fait déjà beaucoup, donc c'est difficile de dire qu'il faudrait plus de règles. Alors on va peut-être en parler plus tard. Il y a des nouveaux projets dans les caisses de la Commission européenne, puisqu'il y a une volonté de réformer le système de responsabilité, en tout cas de le préciser. Et ça pose quand même un certain nombre de questions. Il y a certaines avancées, mais certains points de préoccupation. Dans ce qui est indiqué tout à l'heure par Nicolas, il y a notamment tout le cas de Cambridge Analytica. Et ça vise plutôt un autre service de Facebook qui est tout le service de publicité. Et donc là, évidemment, ça soulève encore d'autres questions. Quel est le rôle de Facebook exactement lorsqu'il gère des services de publicité? C'est encore différent que Alors c'est un corollaire direct évidemment du service de réseau social, mais il a alors là un rôle différent. Et là aussi, c'est une question de cas par cas. Il y a eu une série de décisions devant la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir, lorsqu'il s'agit soit de Google, soit de Facebook, de savoir quel est le rôle exact dans le service de publicité, quelles sont les précautions qu'ils doivent prendre et voir dans quelle mesure, à nouveau, ils encourent ou non une responsabilité. Dans les nouvelles règles qui sont prévues, il y a notamment le fait de prévoir davantage de règles de transparence en matière de publicité pour qu'on sache exactement de qui il s'agit, comment est-ce qu'il cible les personnes visées, par quels moyens, etc. Donc par ces biais-là, ne fût-ce que par des règles en matière de transparence, on devrait normalement pouvoir mieux contrôler les choses, parce que le cas de Cambridge Analytica pose la question du rôle de Facebook. Aussi, toute la question de la réglementation de la protection des données personnelles, puisque en l'occurrence, il y avait récolte tout à fait illégale de données personnelles par des services trompeurs, etc. Donc, on était vraiment de l'ordre de l'escroquerie, de la fraude absolue. Donc, il y avait la responsabilité de Facebook et puis, évidemment, la responsabilité des protagonistes directs de la manœuvre. Alors, c'est vrai que quand on parle de dérive des réseaux sociaux, c'est pas propre aux politiques, c'est pas propre aux États-Unis non plus d'ailleurs. Alors, chez nous, il y a de nombreuses personnes, des femmes d'ailleurs surtout, qui sont harcelées, insultées, menacées sur les réseaux sociaux. On peut citer de nombreux cas de Cécile Djounga, Florence Hénault, en passant par Corinne Torrekens. Et on a encore un cas tout récent cette semaine avec Nadia Geertz, militante laïque féministe,
féministe qui fait l'objet de messages haineux depuis plusieurs jours car elle s'oppose au port du voile dans l'enseignement supérieur. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des menaces, des insultes, elles existent sur les réseaux sociaux. Pourquoi on a autant de difficultés à stopper ça, à stopper ceux qui menacent, qui insultent, qui ont des propos racistes? Pourquoi eux, on a autant de mal à les stopper? Alors, on n'a pas forcément autant de mal à les stopper. À nouveau, il faut se demander si on a forcément beaucoup plus de mal à les stopper en ligne que hors ligne. C'est-à-dire qu'avant, il y avait aussi des cas de harcèlement qui pouvaient être aussi très difficiles. Si quelqu'un vous harcelait par téléphone, il n'était pas forcément évident de déterminer de qui il s'agit exactement. Vous deviez aussi entamer des tas de démarches, si on vous envoie des lettres anonymes, etc. Donc, on a aussi parfois le sentiment qu'en ligne, c'est beaucoup plus grave. Alors oui, les moyens facilitent parfois la diffusion ou un certain type de comportement, mais on a en réalité les mêmes outils. C'est-à-dire qu'on a des lois pénales qui interdisent le harcèlement. On a la possibilité donc de déposer plainte, de demander aux différents acteurs d'Internet concernés, l'opérateur de télécommunications, le gestionnaire du réseau social, d'identifier la personne. Donc, dans le cas de Cécile Djunga, on a un procès qui est en cours. Donc, il y a des procès qui sont... Mais c'est très rare, on le sait. C'est vrai qu'on en parle un peu plus parce qu'évidemment c'est une personnalité. Il y a d'autres cas qui sont en cours. Donc je ne suis pas sûr que ce soit plus rare que des faits de harcèlement qui se déroulent dans les cours de récréation, au travail, etc. En réalité, c'est des comportements qu'il est difficile souvent de caractériser et puis de faire prendre en charge judiciairement de manière efficace. En même temps, on peut considérer aussi que le harcèlement en ligne laisse des traces, c'est-à-dire que d'une certaine manière, parfois, ça facilite la preuve. Si on vous harcèle par téléphone, vous n'avez généralement pas l'occasion d'enregistrer les appels. Souvent, les harcèlements en ligne ou bien, le cyberharcèlement va pouvoir faire l'objet parfois plus facilement de preuves. Donc, on a des éléments dans un sens, des éléments dans un autre sens. Si on prend le cas du harcèlement, qui souvent d'ailleurs va se faire par des messages privés, des messages téléphoniques, etc., qui peut avoir lieu en ligne via Facebook. Si c'est via Facebook, à nouveau, il y a des mécanismes de signalement qui sont possibles et que normalement Facebook va devoir analyser de cette manière-là. Nicolas Begert, est-ce que c'est peut-être juste le signe finalement que tout simplement le débat sur les réseaux sociaux, il s'est polarisé, radicalisé et du coup on a l'impression effectivement qu'il est peut-être plus fort que dans le monde réel? Il y a toute une série aussi de... Je pense là où vous avez cité des noms de personnes qui ont déjà, je dirais, une visibilité médiatique importante et donc la possibilité aussi d'attirer l'attention sur d'éventuels cas de harcèlement. Donc là, l'idée peut-être serait plutôt de profiter de la caisse de résonance qu'offrent les réseaux sociaux pour mettre un coup de projecteur sur ces cas de harcèlement et en faire un sujet de société, en faire un débat. Et c'est le cas. Et je pense que c'est surtout ça qu'on est en train d'observer aujourd'hui. C'est l'appropriation de ces questions de harcèlement par l'opinion publique, par le débat public et en faire un vrai sujet qui mérite toute notre attention. Là où peut-être auparavant, ces cas étaient davantage isolés, touchaient des personnes dans leur vie intime, ou peut-être dans un contexte scolaire, parce que là on parle de personnalité du petit écran, mais moi je pense surtout au cyberharcèlement des jeunes. D'ailleurs, la situation que nous traversons aujourd'hui n'a pas amélioré les choses, puisqu'on est là aussi dans une recrudescence des cas de bullying, donc de harcèlement d'élèves notamment. Donc je pense que c'est important qu'on en parle et puis que ces personnes qui bénéficient d'une certaine audience, d'une certaine aura aussi, attirent l'attention sur ces dérives. Oui, ne pas oublier finalement, François Dubuisson, que les réseaux sociaux, ils ont ce côté aussi très positif d'avoir pu dénoncer. Et on parle d'harcèlement ici, mais on sait qu'il y a eu tout le mouvement MeToo. Aujourd'hui, il y a le mouvement MeToo Inceste, où on voit qu'il y a beaucoup de témoignages qui sortent grâce aux réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas oublier les points positifs.
Oui, en fait, c'est à la fois le mal et le remède. C'est ça qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'à la fois, par ses caractéristiques, Internet donne une plus grande visibilité à toute une série de discours radicaux, voire illégaux, voire haineux, violents, etc. En même temps, il permet de rassembler des personnes contre ça, de visibiliser des causes qui existaient déjà, mais qui avaient du mal à se faire entendre auparavant. Et si on prend le mouvement MeToo, il n'aurait jamais pu exister sans les réseaux sociaux, parce que ces victimes existaient déjà, pouvaient peut-être parler à un entourage direct, mais n'arrivaient pas à se connecter les unes les autres pour constituer une véritable force de pression et pour crédibiliser les accusations. Quand vous avez des accusatrices qui sont totalement fragmentées, évidemment, ça ne porte pas. Weinstein a pu s'en tirer très longtemps comme ça, mais dès le moment où les témoignages ont pu s'accumuler les uns les autres par une sorte de chaîne de communication, là, c'est devenu très crédible et ça a pris du poids. Et alors, ça a été pris en charge par les autorités judiciaires. Donc, à la fois, c'est un moyen qui va pouvoir effectivement être utilisé à mauvais escient, et en même temps, c'est un outil qui permet de conglomérer des luttes, de mettre ensemble des personnes pour des causes qui, elles, sont tout à fait louables. Alors, Nicolas Begert, dès son éviction de Twitter, Trump a dit qu'il allait lancer son propre média, son propre réseau social. Et on sait aussi que ses partisans se sont tournés en masse vers des plateformes alternatives. On cite beaucoup Signal et Parler, je ne sais pas très bien comment il faut le dire. Donc, il y a ce réseau social, donc Parler, qui se présente un peu comme un clone de Twitter, mais version extrême droite. En tout cas, les propos racistes, homophobes, antisémites sont largement acceptés. Alors, il n'est plus hébergé depuis le 11 janvier, mais quand même, est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, tous ces gens vont se retrouver ailleurs, sur des plateformes où finalement, ils auront le droit de dire tout ce qu'ils veulent ? Je le crains. Donc on a vu effectivement qu'à la fois Apple et Amazon avaient mis des bâtons dans les roues à cette nouvelle plateforme, enfin ce qui n'est pas une nouvelle plateforme d'ailleurs, mais qui est une plateforme de niche plutôt pour des activistes particulièrement radicaux. On y trouve absolument tout, puisqu'effectivement il n'y a aucun filtrage, il n'y a pas de modération, rien du tout. Donc c'est un espace de liberté. Il y a Gab aussi, qui est une autre plateforme qui aujourd'hui attire énormément d'anciens supporters de Donald Trump. Oui, il y a un risque de segmentation, il y a un risque, on a parlé, enfin j'ai évoqué tout à l'heure le terme de chambre d'écho. L'avantage de Twitter, même si les algorithmes faisaient en sorte de nous mettre au contact d'individus qui partageaient d'une certaine manière nos points de vue, nos opinions, c'était encore de pouvoir, je dirais, rassembler l'ensemble de ces protagonistes sur une même plateforme. Aujourd'hui, avec la segmentation, avec le risque d'une certaine manière d'éparpillement, vous allez probablement avoir une coupure encore plus nette entre ces systèmes de communication, cet ensemble, cette agrégation d'individus qui en fait qui ne se parlent déjà plus aujourd'hui, mais qui n'interagiront plus du tout. Donc là, il y a un danger. Alors de là à ce que Donald Trump lance sa propre plateforme, on le verra. Alors il y a déjà aujourd'hui des alternatives qui existent, qui fonctionnent. Vous avez aussi des alternatives aux chaînes d'information continue, parce que là aussi, il y a, je dirais, la notion de chaîne d'information mainstream telle qu'on l'a peut-être connue durant les années 90 et 2000 est en train de disparaître. On a vu que les chaînes d'information comme CNN ou d'autres, et CNN ne l'a pas fait, mais d'autres chaînes d'information ont également coupé la parole à certains moments à Donald Trump lors de conférences de presse. Donc là aussi, vous avez aujourd'hui des chaînes alternatives comme Newsmax ou One America Today qui en fait se portent garant d'une parole libre où justement les supporters de Trump se sentent mieux, parce que pour eux, d'une certaine manière, ils ont là affaire à des médias plutôt feel good, où ils se sentent bien, ils peuvent effectivement, ils entendent les thèmes qui les intéressent. Donc là, je pense qu'à la fois dans les médias traditionnels que dans les médias sociaux, ce risque de segmentation est bel et bien réel. Or, on sait que dans une démocratie, il y a vraiment cette importance du débat et de se confronter aux idées, aux opinions des autres. Donc c'est quand même une perte pour la démocratie d'être juste conforté dans ses idées encore plus qu'avant, on va dire. Il y a un vrai danger
danger pour le sens collectif et pour le débat public, c'est évident. Donc le sens collectif que l'on donne à par exemple, des préoccupations sociétales, on en parlait tout à l'heure, des sujets de société qui... en fait, le cadre d'interprétation sur tous ces sujets de société, sur toutes ces causes, va changer fondamentalement d'un réseau social à un autre. Et c'est là le risque, en fait, d'avoir affaire à des vérités alternatives, comme on l'a déjà mentionné dans toute cette campagne de Donald Trump et dans les 4 ans de son mandat, qu'il y a là aussi un entendement en fait, qui diffère d'un public à un autre. Et là, il y a véritablement un danger, effectivement, pour ce débat public et pour simplement la vie en commun. Est-ce que, François Dubuisson, vous craignez aussi ces plateformes alternatives, cette plateforme où cette parole paraît encore plus libérée qu'ailleurs et où le contrôle est peut-être plus difficile que Facebook, Twitter, qui, l'air de rien, doivent quand même se conformer à certaines règles ? En tout cas, ça montre qu'il faut toujours bien évaluer quel est l'effet d'une politique qu'on veut mener. C'est-à-dire si on demande aux réseaux sociaux dominants de modérer encore davantage, et par exemple de supprimer le compte de Donald Trump, eh bien, il va y avoir effectivement une migration vers d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes qu'on va peut-être moins facilement contrôler. Donc on ne va pas forcément supprimer le discours comme tel, mais on va induire un changement de configuration en réalité. Il faut se demander est-ce que c'est mieux ou moins bien que la situation précédente. Alors s'il s'agit de la réglementation européenne, sur le principe, ça ne changerait normalement rien parce que ces autres plateformes seraient soumises aux mêmes obligations. Et si un signalement est fait, par exemple, ils auraient l'obligation d'examiner le signalement. La nouvelle réglementation qui est à l'étude, là, prévoit l'obligation de déterminer de manière précise des conditions d'utilisation, de répondre à des demandes qui sont faites par une série d'autorités, dont des autorités étatiques, etc., etc. Donc, en tout cas, en Europe, ça ne fonctionnerait pas vraiment. Ça peut fonctionner aux États-Unis parce qu'il y a justement cette immunité qui est possible pour les plateformes et qu'elles n'ont pas l'obligation, ne fût-ce que d'avoir des conditions d'utilisation. Sur la mise en place de conditions d'utilisation ou de modération, là aussi c'est le premier amendement qui s'applique, c'est-à-dire elles font ce qu'elles veulent et elles sont protégées dans ce qu'elles font. Pour le reste, en termes de modération des contenus, ils n'ont pas d'obligation, c'est ce qui leur permet de pratiquement tout autoriser sur ce type de réseaux sociaux, de plateformes. Oui, en même temps, quand on vous écoute, je trouve qu'en Europe, on se dit, bah oui, il y a quand même plus de cadres, il y a plus de contrôle, etc. Mais on a peut-être aussi le sentiment que du coup, l'État donne beaucoup de responsabilités à ces sociétés privées. Et des responsabilités qui, normalement, incombent à l'État ou incomberaient parfois à la justice d'un État. Le fait de censurer certains propos, le fait d'exclure certaines personnes, ça pourrait être plutôt des décisions qui doivent être prises par l'État et sa justice. Oui, ça c'est ce qui me gêne un peu par la démarche européenne et en particulier par le nouveau projet de règlement qui est maintenant est à l'étude. C'est qu'on a tellement procéduralisé tout ce que doivent faire les réseaux sociaux. On indique exactement tout ce qu'ils doivent faire en termes de conditions d'utilisation, de mise en place de procédures de contestation si un contenu est retiré. Ensuite, il y a une procédure d'arbitrage qui intervient. Tout ça en dehors, en fait, du champ de l'État. On a vraiment donné toute la police du contenu et donc l'appréciation de la liberté d'expression aux réseaux sociaux, à des sociétés privées, et on a l'impression que le juge étatique ne va pratiquement jamais intervenir, ou bien très 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 loin dans le processus, alors que hors ligne, c'est quand même le juge, si on prend le cas de la Belgique, c'est le juge judiciaire qui est normalement le garant de la liberté d'expression et qui peut supprimer des contenus. Alors, on arrive déjà à la fin de l'émission, mais peut-être juste une dernière question, Nicolas Begert, c'est que voilà, on a vu qu'il y avait différents moyens. Il y a des moyens judiciaires pour essayer de lutter contre toutes les failles de ces réseaux sociaux ou les problèmes. Est-ce que l'éducation aussi pourrait être un bon moyen ? L'éducation aux médias, je pense, est essentielle et on le voit. Je reprends le contexte de la pandémie que nous traversons. La différence entre une opinion et un fait, je veux dire, c'est la base, bien entendu, de la compréhension et de l'utilisation de ces plateformes. Et les plateformes jouent là-dessus. Donc il ne faut pas minimiser, encore une fois, la responsabilité des plateformes, et notamment sur les contenus qui circulent, puisque là aussi, au-delà de la censure, il y a toute une série, je dirais, d'incitants
à grossir les rangs, notamment complotistes ou plus radicaux, dans la mesure où il y a une facilité et même une dimension ludique au partage d'un certain nombre d'informations. On a beaucoup parlé des fake news ces dernières années. Donc l'éducation... Oui, on sait que les fake news, en plus, circulent beaucoup plus que, par exemple, les on a corrections qu'on oublier, peut faire après. Ouais. Tout à fait, on a tendance à oublier que la propagation et je dirais le colportage de fausses informations, de fake news, peut aussi découler d'une forme, je dirais, d'implication ludique. Donc on peut prendre plaisir, notamment, à soutenir ou à partager des fausses informations sur tel ou tel responsable politique. On a vu durant la campagne aux États-Unis. Donc là, il faut faire attention. On n'est pas uniquement dans une volonté, je dirais, de tromper, mais parfois simplement d'habituer peu à peu l'utilisateur à ces différents registres du réel, à ces différents registres d'une certaine vérité qui nous correspond, qui nous plaît et qui nous plaît davantage. Donc là, il y a un vrai travail d'entendement, un travail bien sûr d'éducation aux médias qui doit se faire, à mon avis, très tôt. Il ne faut pas attendre l'université. Je pense qu'il faut commencer beaucoup plus tôt dans l'enseignement. Oui, surtout qu'on sait qu'effectivement les jeunes sont confrontés de plus en plus tôt effectivement à ces réseaux et à Internet. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage sur cette actualité. Avec un peu de recul, je pense que c'était intéressant de revenir sur cette question. Donc merci Nicolas Begert, merci François Dubuisson, merci à vous de nous avoir suivis et une belle soirée à tous.